Hola hola amigos, bienvenue dans Silicon Carne, votre talk show tech picante en direct de San Francisco. Depuis le début du second mandat de Donald Trump, une expérimentation unique se déroule sous nos yeux. Une initiative qui, sur le papier, promet une refonte totale de la bureaucratie fédérale américaine, une réduction drastique des dépenses publiques et un retour à un budget équilibré après des décennies de déficit. Cette initiative, c'est DOGE, le Department of Government Efficiency, et elle est dirigée par Elon Musk. L'idée vendue à Trump est simple, réduire les dépenses publiques massivement et réorganiser le gouvernement comme une entreprise privée. L'objectif affiché est gigantesque, 1,5 trillion de dollars d'économie, la suppression de tout un tas d'agences inefficaces et de subventions jugées inutiles. Mais alors que DOGE revendique déjà 65 milliards d'économies, des enquêtes révèlent une réalité bien différente. Les chiffres seraient gonflés, certaines coupes sont purement fictives et les véritables économies sont bien inférieures aux annonces officielles, au point que Trump commence à se poser des questions. Alors DOGE, c'est quoi? Une révolution budgétaire, une expérimentation libertarienne à grande échelle ou une machine de guerre politique pour restructurer le pays sur le modèle de la Silicon Valley? Aujourd'hui, on plonge dans les trois facettes du DOGE: the good, the bad and the ugly. J'ai rien compris. Cette semaine à mes côtés dans Silicon Carne, Fabrice Epelboin, le libertarien des plateaux de France 5. Salut. Salut. Alors tu me disais, non, je ne suis pas libertarien, foutez-moi la paix. Mais non, je crois en un État fort qui est redistributif et qui a des objectifs de justice sociale. En fait, tu es un chevènementiste, c'est ça. Peut-être, oui, chevènementiste, je veux bien, pourquoi pas. Même si ça a jamais vraiment été trop mal, mais pourquoi pas. Mes chevènements étaient tous sauf un libertarien, vraiment. C'est clair. Non, mais c'est clair. Mais on te prête des fois, j'ai lu ça en fait. Hein. Oh là là, c'est libertarien sur les plateaux. Ben oui, c'est fou, hein. Ouais. Je tente juste d'expliquer la différence entre les libertariens et les fascistes. Hein. C'est pas la même chose. Je ne prétends pas que l'un est mieux que l'autre ou quoi que ce soit. Juste, c'est pas la même chose. Et si on met tout dans l'eau, c'est des fascistes. On s'y a mal nommé les choses. On ajoute au malheur du monde. Hein. Et c'est vraiment Absolument. Ce qu'on est en train de faire. Hein. Bon. Alors, tu es accompagné aujourd'hui de Olivier Alexandre. C'est ce sociologue qui a écrit plein de papiers et de bouquins sur la Silicon Valley. Je crois que tu es d'ailleurs en train d'en préparer un nouveau. Mais tu es toujours au CNRS, Olivier? Ça se passe toujours bien? Pour l'instant, et tant qu'on nous donne les moyens de travailler, et tant que notre direction n'est pas convaincue par des libertariens ou des fascistes de nous couper nos vivres. Bon, en tout cas, vous avez un superbe studio de podcast, visiblement. Effectivement, dans nos labos, voilà. Ouais. Félicitations. Et puis, il y a aussi Cyril Chaudois. C'est la première fois que je le reçois dans Silicon Carne. J'écoute son podcast et vous devriez l'écouter également. Ça s'appelle Trench Tech. Merci Cyril d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur de t'avoir. Moi, j'adore inviter les autres podcasteurs aussi dans mon podcast. Je trouve que même si on dit qu'on est sur un jeu à somme nulle, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut s'entraider entre nous. Non, c'est très cool. Merci de ton invitation. Et il se trouve que moi aussi, je suis un fidèle auditeur de Silicon Carne, qu'on te recevra très probablement bientôt dans Trench Tech aussi, comme on a reçu Fabrice Epelboin avec sa bande de copains aussi des éclaireurs du numérique, et comme on a reçu Olivier Alexandre. Donc là, vraiment, je me sens en famille. C'est très agréable. Merci pour l'invitation. Ouais, j'ai écouté votre épisode avec Olivier. C'était passionnant. Alors, petit retour sur l'épisode de la semaine dernière où on a parlé d'OpenAI. Alors, est-ce que OpenAI est au bord de la faillite? On s'est posé la question. Moi, je suis pas du tout d'accord. Il y a plein de monde qui dit ça et qui dit ils sont hyper mal, ça va aller super mal. Microsoft est en train de se désengager. Moi, je pense qu'au contraire, OpenAI est en train de plier le game. Je sais pas si vous avez regardé cet épisode, mais en tout cas, c'était le dernier épisode. Allez y jeter un coup d'œil. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça ne coûte rien. C'est un clic. C'est juste là. C'est juste en dessous. Et nous, ça nous aide énormément. Donc, n'hésitez pas. Et si vous nous écoutez en podcast, mettez 5 étoiles à ce podcast. Et puis, si vraiment vous aimez Silicon Carne et que vous voulez soutenir ce show, eh bien, rejoignez l'Hacienda. C'est la communauté des fans de Silicon Carne. C'est la première source
de revenus de ce podcast. Ça coûte $150 par an et vous pouvez faire partie du réseau social privé de tous les auditeurs de Silicon Carnet qui échangent tous les jours et qui ont des conversations passionnantes. Ça se passe sur WhatsApp. Qui veut du travail? Pas moi, je suis bien au soleil. J'attends qu'il pleuve de l'oseille dans mon T2 à Dubaï. Cette semaine, dans Qui veut du travail, une belle opportunité dans le monde des data centers avec Ethics Everywhere. Leader des data centers de proximité en France, Ethics Everywhere héberge plus de 500 clients sur 15 sites en France et à l'international. Ils servent aussi bien les fournisseurs IT que les acteurs du retail, de la banque et de l'industrie. Ethics Everywhere cherche aujourd'hui un sales basé à Paris pour renforcer son développement et structurer des partenariats stratégiques. Si tu as une expérience dans l'industrie des data centers et l'envie d'évoluer dans un secteur en pleine expansion, eh ben c'est le moment de postuler. J'ai mis toutes les infos dans la description. Allez, retour à votre épisode. Go yourself. Bon les amis, c'est dur de faire le point en temps réel sur tout ce qui se passe tellement ça va vite, mais je lisais ce week-end un sondage et 6 semaines après le début du second mandat de Donald Trump, l'optimisme initial semble s'estomper un petit peu et laisser place peut-être même à de l'inquiétude concernant l'économie. Je vous montre là les chiffres. Les indicateurs de confiance des consommateurs ont chuté à leur niveau le plus bas depuis 15 mois. C'est un sondage aussi du Washington Post et d'Ipsos qui a été réalisé mi-février et qui révèle que 53% des Américains désapprouvent la gestion de l'économie par Trump. Bref, ils sont de plus en plus inquiets concernant l'inflation, l'instabilité économique et peut-être le prix des œufs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le sentiment des dirigeants d'entreprise est très différent du reste de la population. Je vous montre ce graphique. C'est un sondage qui a été réalisé par l'université, je crois, de Michigan. Et on voit bien là sur ce graphique que le consommateur, lui, est en train de chuter. Ce sentiment est en train de devenir négatif, alors que du côté des entrepreneurs, ça ne cesse d'augmenter, et plus particulièrement depuis l'élection de Donald Trump. Alors, comment est-ce que vous interprétez ces deux graphiques opposés? Ils sont complémentaires, malheureusement. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Ils sont a priori le camp des gagnants, et économiquement parlant, hein, et conscient ou totalement inconscient, et se fait des illusions d'un avenir radieux, alors que le camp des consommateurs sent bien que il va y avoir une période assez rude. Cyril, les Américains pensaient que effectivement Donald Trump au pouvoir, tous leurs problèmes allaient se régler en l'espace de 2 mois, parce que là on est en train de parler même pas 6 semaines. C'est assez incroyable de voir comment le sentiment de l'opinion peut changer. On peut se poser la question d'ailleurs de leur compréhension de l'économie en général. Oui, ou de ce qui se passe tout simplement, mais est-ce que c'est finalement pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, y compris ici en France, hein. Alors d'une part, il y a cet effet lune de miel qui me semble être de plus en plus court entre la personne qu'on élit et puis la réalité de la politique qui est mise en place derrière. Ensuite, la décorrélation, enfin, si tant est qu'on puisse parler de décorrélation à proprement parler, mais du sentiment des entrepreneurs versus les consommateurs, considérant que la politique que met Trump en place en ce moment avec son meilleur copain Musk, c'est justement pour en faveur, disons, des industries et de l'entreprise, et on aura l'occasion, je pense, de revenir aussi un peu plus dans le détail sur ce que ça couvre. Et puis c'est pas certain que ce soit son meilleur copain, hein, parce que visiblement la relation est en train de s'effriter également. La bromance commence à s'effriter déjà, mais effectivement, dans le détail de toute cette politique, on verra quand même qu'il y a des similitudes avec pas mal d'autres cas qu'on a pu observer dans le passé, et pas forcément les plus reluisants d'ailleurs. Le message de Trump, il est bien passé du côté des entrepreneurs, et plus particulièrement celui de la Silicon Valley. C'est ce qui peut-être explique d'ailleurs leur optimisme. C'est vrai que quand on écoute les podcasts comme The All In Podcast ou d'autres podcasts ici de la Silicon Valley, mais on a l'impression qu'effectivement la Silicon Valley, elle, s'est mis derrière en fait la politique de Trump.
Je suis en train d'essayer de trouver la source et de lire l'enquête plus en détail, parce qu'ils disent CEO, mais qu'est-ce que ça veut dire CEO? Ça peut être le petit entrepreneur. Oui, là en l'occurrence c'est le cas. Hein, c'est pas du tout que la tech. Hein, ouais. Là c'est CEO, c'est vraiment, je crois, c'est des dirigeants plutôt de grandes entreprises. Hein. Ouais. Et par ailleurs, ça s'arrête en février. Ouais. J'aimerais bien voir les résultats actualisé, notamment à partir des déclarations de guerre tarifaire, notamment avec le Canada, et puis les tensions grandissantes avec l'Europe, et puis ce qui s'est passé dans le bureau ovale avec Zelensky, où ça tangue en fait de tous les côtés, hein, à la fois à Wall Street, à la fois à la Fed, à la fois chez les républicains, qui s'inquiètent beaucoup quand même de la situation, la direction prise par les États-Unis, avec un pari économique qui défierait quand même toute la théorie économique en fait de ces 100 dernières années, qui consiste à se dire on va fermer l'économie avec un renforcement des taux, donc on engage une guerre très 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 claire pour ramener du capital et du travail sur le sol américain. Et là, du coup, on flatte d'une certaine façon, on honore, je sais pas comment le prendre, mais le programme MAGA de Make America Great Again, et puis surtout redonnez-nous du travail. Et puis les conséquences économiques, à commencer par l'inflation. Normalement, ce qui doit se passer si tu fermes les frontières, c'est plus d'inflation. On va arriver à le pondérer en réduisant le budget, voire en le neutralisant totalement. Oui, parce que je vais revenir là-dessus en détail, effectivement, sur la politique économique de Trump, mais effectivement, en réduisant le budget, ça permet aussi de baisser les taux d'intérêt de la Fed, et en baissant les taux d'intérêt de la Fed, ça permet de réinjecter en fait dans l'économie du capital. C'est réduire le budget, réduire la dette. C'est jouer sur ces deux leviers-là. Après, honnêtement, enfin c'est un pari. C'est plus que ça. C'est Stanley Kubrick qui disait faire du cinéma, c'est comme d'écrire Gare épée dans une auto-tamponneuse. Là, honnêtement, c'est à peu près du même niveau. Parce qu'il y a tellement de facteurs dans une économie qui est globalement ouverte, qui sont absolument pas maîtrisables, et ils sont d'autant moins maîtrisables qu'on peut quand même se demander quelle est la hauteur de vue ou la cohérence du cap qui est tenue par l'équipe gouvernementale, quoi. Avec un Donald Trump qui est quand même aux abois, un Elon Musk qui est un peu chien fou dans un jeu de quilles, et puis un camp républicain qui est pas du tout dans cette tradition-là, ni trumpienne en fait, historiquement. Et d'ailleurs, tout le camp républicain depuis 10 ans n'a cessé de s'opposer régulièrement à Donald Trump, et qui est ni anti-establishment venu de la Silicon Valley. Donc ça crée quand même beaucoup d'instabilité, et on verra combien de temps ça tient. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, Olivier, et c'est bien de le dire, c'est que quand j'écoute moi les médias français, j'ai l'impression que tout le monde croit que il n'y a pas d'opposition à Trump, que tout se passe tranquillement, et qu'il n'y a aucune opposition à la politique de Trump. C'est pas vrai. Je vous montre là par exemple un graphique, ne serait-ce que dans la presse américaine, ils ont étudié l'opinion des principaux éditorialistes américains, qui soient d'ailleurs démocrates ou républicains. On voit bien que le sentiment, il est plutôt négatif, il est même largement négatif, et sur tous les sujets, y compris d'ailleurs sur le Doge, qui est le deuxième après l'Ukraine en termes d'impact négatif. Et puis consequential, je sais pas comment on peut dire ça en français, c'est-à-dire qu'il y aura des conséquences sur le long terme, c'est-à-dire que c'est négatif, et en plus c'est grave, et c'est ce que les gens pensent. Le seul sujet qui serait à impact positif, c'est intéressant, c'est le DEI. C'est le seul sujet, visiblement, toute l'Amérique en a ras le cul des woke. Mais visiblement, mais c'est le seul. Le reste, même le problème des trans, c'est considéré comme avec un impact négatif. Je voudrais qu'on rentre un petit peu dans le détail de ce Doge, et essayons de voir qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de mal, et qu'est-ce qu'il y a d'horrible. On va commencer par the good. L'idée derrière Doge, il part quand même d'un constat qui est assez évident, c'est que les États-Unis vivent bien au-dessus de leurs moyens. D'ailleurs, peut-être que la France ferait bien de se poser exactement la même question. Les dépenses fédérales explosent,
La dette publique, elle atteint plus de 31 trillions de dollars. Et aujourd'hui, je pense que si on regarde les chiffres à jour, ça, je crois que même on est au-dessus de 34. En 2024, le déficit budgétaire s'élevait à 1,8 trillion de dollars. Et quand on regarde en fait les autres pays du G7, oui, les USA sont dans le haut du tableau, mais la France est suivie derrière, les suit d'ailleurs de très près. C'est vraiment un sujet, quoi. C'est-à-dire que ils sont arrivés avec cette idée que il fallait régler ce problème-là, que c'était le problème numéro 1 aujourd'hui des États-Unis. Ce qui est très étonnant, c'est que pour réussir à ce truc-là, ils ont demandé à Musk de prendre les commandes de ce truc-là. Alors effectivement, c'est contre l'establishment. Et lui, il est arrivé effectivement avec une solution absolument radicale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive. Et c'est un petit bruit qu'on a entendu. On dit souvent, ça serait quand même vachement bien d'avoir un président qui est entrepreneur, etc. Je suis pas certain d'ailleurs que l'expérience de Musk au sein du gouvernement va aider cette idée-là. Moi-même, j'ai dit, ça serait génial que Xavier Niel devienne le prochain président de la France. Je suis pas certain que ça va aider ce que Musk est en train de faire, parce qu'il est en train de gérer le gouvernement comme une entreprise. Enfin, un truc que je rappelle souvent en France, c'est que le politique, ça veut pas dire la même chose aux États-Unis, quoi. C'est-à-dire que quand t'es français, européen, de manière plus générale, on est tous les enfants de l'État, d'une certaine façon. L'État, comme dirait Freud, c'est la scène primitive. Aux États-Unis, c'est pas ça, et ça l'est d'autant moins quand on est en Californie, quoi. C'est-à-dire que l'État, c'est un truc distant, et c'est un truc morcelé. C'est un truc à différents échelons, parce que t'as la ville, t'as le comté, t'as les États fédérés, dont la Californie, qui est déjà un modèle de multi-agency, à plus de 100 agences, un truc complètement ingouvernable. À chaque nouveau gouverneur de Californie, il essaye de moderniser tout ça, il n'y arrive pas. Et ensuite, t'as l'État fédéral, qui est un ensemble d'agences aussi plus ou moins centrales et plus ou moins représentées ou concentrées à Washington. Il y a plus de 400 agences. Il y en a une quinzaine principales, mais bon, il y a quand même ce gros machin, quoi. Et les différentes composantes ont une histoire extrêmement variée, quoi. Entre le FBI et l'agence de protection de l'environnement, il y a peut-être 100 ans d'écart entre le moment de leur création. Et pareil pour l'argent, la dotation. Ça peut aller de 30 milliards à même pas 1 milliard en termes de dotation. Et par ailleurs, il y a des agences qui sont politiquement extrêmement importantes, comme celle des vétérans. Donc là, bon courage à Elon Musk, il va aller toucher à l'agence des vétérans qui emploie beaucoup de monde et qui emploie du monde pas forcément à Washington, et ce qui va avoir des impacts non seulement symboliques, politiques forts, mais aussi sur la vie économique des différents États, et notamment des États qui sont pas beaucoup peuplés. Et ça, il faut l'expliquer sur l'histoire des vétérans, parce que ça, je pense que les Français ne comprennent pas. Le gouvernement a toujours été très généreux avec leurs vétérans. Alors bien évidemment, parce que on sait la relation que les Américains ont avec leurs soldats et la reconnaissance de la nation pour leur sacrifice. Mais c'est pas simplement ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les vétérans sont des gens qui, pour le gouvernement, savent manipuler des armes, sont armés, généralement, et qui potentiellement sont atteints de PTSD. C'est-à-dire que mentalement, on sait pas trop quel est leur équilibre psychique, et donc on se dit, putain, toucher aux vétérans, faut faire quand même hyper gaffe à ça, parce que les mecs sont potentiellement et c'est un gros paquet de personnes effectivement aux États-Unis. C'est une population qui peut être dangereuse si elle se sent, enfin, si demain il devait y avoir une guerre civile, les vétérans seraient les premiers à se mobiliser certainement. Donc là, ils jouent effectivement avec le feu, ça c'est clair. Ouais, bien sûr, mais en plus, enfin, je veux dire, c'est culturellement une population qui est aussi bien défendue par le camp démocrate que le camp républicain. C'est une population qui pèse beaucoup en termes de vote. Je sais pas, on n'a pas l'équivalent en France, mais faut pas oublier que les États-Unis, ils ont été quasiment en conflit de manière permanente depuis la Seconde Guerre mondiale, et que je sais pas, ça serait peut-être les chasseurs. Pour d'autres, ça peut être la peinture, la musique, tout ça, mais pour nous, c'est la chasse, quoi. C'est un art. Je veux pas être faire de raccourci. Ouais, on pourrait faire un parallèle avec les chasseurs. Non, mais en termes de minorité, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, en termes à la fois de minorité de la population, en même temps d'impact
politique, symbolique et économique, de dangerosité, et de représentation sur l'ensemble du territoire. C'est un peu ça quand même. Et alors effectivement, et là-dessus, donc sur tout cet ensemble extrêmement complexe, fin, qui marche pas toujours bien aussi, il faut bien le dire. Hein, la bureaucratie a 1 milliard de défauts et on l'a beaucoup dit au cours du siècle passé. Bah là-dessus, effectivement, il y a un modèle concurrent qui vient de la Silicon Valley. Alors la Silicon Valley, c'est pas un modèle au singulier, hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs généalogies, quoi. Hein. Il y a une tendance, une tradition très très utopique où on a essayé de faire dans l'entreprise ce qu'on n'a pas réussi à faire en URSS, hein, quasiment. C'est-à-dire une espèce d'idéal social, on redistribue, on socialise le capital, on essaye de vivre bien ensemble, on défend un certain nombre de valeurs. Et puis il y a une tradition beaucoup plus dure, beaucoup plus brutale, beaucoup plus militariste, parfois suprémaciste, parfois ouvertement raciste. Raciste dans la Silicon Valley ? Ouais, 62% des ingénieurs ne sont pas nés aux États-Unis et sont d'origine étrangère. Ah, mais bien sûr, mais si tu regardes les origines de la Silicon Valley, c'est un terreau eugéniste, et ce terreau eugéniste, il a vécu à travers les années, et il se retrouve aujourd'hui, quoi, hein, y compris chez Elon Musk, y compris chez Peter Thiel, et y compris chez d'autres. Et Elon Musk là-dedans, effectivement, c'est pas la tradition utopiste, hein, c'est une manière de gérer les entreprises. C'est quelqu'un qui a toujours essayé, qui a tout fait pour casser les syndicats, qui a tout fait pour avoir un mode de management quand même assez dur, qui a tout fait pour liquider le middle management qu'il a toujours considéré comme des emmerdeurs, pas qualifiés techniquement, et qui rajoutait en fait de la bureaucratie à ce qu'il essayait de développer. Et puis c'est quelqu'un qui a géré les choses avec des licenciements massifs dans les différentes entreprises, sans préavis, sans précaution, et qui a essayé effectivement de réduire les coûts au maximum. Faut pas oublier que Twitter, il avait quand même demandé à ses employés d'amener le papier toilette, leur propre papier toilette. Quand tu connais le niveau de traitement moyen des big tech dans la Silicon Valley, en termes de salariat, effectivement, il y a un gros écart. On a vraiment l'impression d'une pantomime, voire de quelque chose qui est écrit depuis très longtemps, puisque d'une part, effectivement, vouloir gérer un État, une population comme une entreprise, de fait, c'est assez, difficile de l'avaler, puisque l'entreprise est là pour faire des profits et pour certains et pas servir l'intérêt commun du plus grand nombre. Donc déjà, moi je trouve qu'il y a un écart. Deuxièmement, c'est géré comme une entreprise, mais avec la figure la plus emblématique au monde de la gestion d'entreprise de façon quasi martiale et caricaturale. Donc moi, en tout cas, j'ai plutôt l'impression d'une espèce d'orchestration, voilà, pour créer une stratégie du choc, hein, dirait Naomi Klein pour la citer, qui s'appuie beaucoup sur les exemples de Friedman. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, et c'est à ça que je voulais faire référence tout à l'heure quand je disais que par le passé, dans l'histoire, on a vu aussi des stratégies du choc de cet ordre-là qui s'appuyaient sur une crise, qu'elle soit, pour reprendre les mots de Friedman, réelle ou supposée, pour pouvoir justement venir imposer un certain nombre de choses, jusqu'à ce que politiquement ça devienne totalement acceptable. On est dans une caricature qui, à mon avis, est plutôt conjoncturelle pour pouvoir faire passer un certain nombre de choses qui, elles, se veulent plus structurelles. Maintenant, le parallèle avec les autres pays s'arrête là, parce que, in fine, je vois pas en France, justement, arriver un patron d'entreprise à qui on donnerait les clés du camion, parce que manifestement, alors toi tu peux nous le dire, puisque tu es là-bas, on en discutera peut-être là aussi, manifestement, il n'y a pas grand monde, y compris dans l'entourage proche de Trump et l'administration trumpienne, qui est au courant du mode opératoire et ni même des prochaines actions en cours sous l'égide de Musk. Sous l'égide d'ailleurs, faudrait voir ça, puisque manifestement Trump revient un petit peu sur ses déclarations quand il est interrogé. Non, Musk est simplement un senior advisor. Alors est-ce que c'est pour passer les fourches codines de la légalité et éviter de se faire pincer? Bon, tout ça relève pour moi d'une forme de théâtralisation qui cache autre chose. Et ce qui pourrait aussi nous interroger, c'est dans quelle mesure, la base électorale de Trump s'en prend plein la gueule avec ces mesures, directement et à court terme, ou plus indirectement et à plus moyen terme, et à quel point il joue avec le feu avec tout ça. Fabrice, stratégie du choc, parce que dans ce que tu dis, Cyril, on pourrait même, tu vois, j'entends ce que tu dis.
Est-ce qu'il se cache pas quelque chose derrière? Mais c'est un peu conspi, ce que tu es en train de dire. Le complotisme, c'est vilain. Non. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qui se cacherait derrière cette stratégie de choc? Alors, dans la question, qu'est-ce qui peut se cacher derrière? Alors, dès lors qu'on utilise le verbe cacher aujourd'hui, de toute façon, forcément, c'est fléché conspi. Donc effectivement, faut faire vachement gaffe au vocabulaire. Et d'ailleurs, on devrait ensemble interroger aussi toute la rhétorique qui est mise en place, parce qu'on pourrait commencer par le champ lexical qui est utilisé. Pour moi, ça c'est dans le ugly, c'était vraiment ça qu'il faut aller regarder. C'est pour ça que je tentais de rester dans le good. Mais justement, c'est parce que la rhétorique de Trump est tellement horrible qu'il faut éviter, et je l'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, où on dénonce en fait ce qu'est en train de faire Trump, et on fait exactement et on utilise la même rhétorique, et on dit nous-mêmes, peut-être d'ailleurs moi aussi, peut-être des conneries, et on utilise un vocabulaire aussi hyper brutal et violent, alors que c'est tout ce qu'il faut pas faire, quoi. Mais c'est la difficulté de l'exercice, et c'est-à-dire que c'est aussi comme ça souvent que ça fonctionne. C'est que ceux que tu vas vouloir, critiquer objectivement, vont te mettre sous le pif que tu utilises les mots que tu leur reproches d'utiliser. Donc à un moment donné, on tourne en rond, c'est un peu compliqué. Simplement, si on s'appuie sur des faits historiques et sur la façon dont justement c'est en train d'être mené, c'est-à-dire prendre une situation de crise, ou en tout cas la déclarer crise, et déjà dans la rhétorique de Make America Great Again, ça veut dire ça va pas du tout les mecs, on est complètement dans la merde, il va falloir faire quelque chose, on vit une crise majeure. Et alors après, il y a plein de signaux des chiffres économiques le montrent, la dette, le déficit, etc. C'est évident, mais le déficit. Mais le déficit est exactement la situation en France, pas avec le même choc, mais on est aussi dans une situation similaire. Quand on regarde les dépenses de l'État, et notamment de l'État américain, on voit des postes qui s'accroissent effectivement. Pour l'État américain, particulièrement le poste militaire, mais il y a un poste qu'en fait auquel sont confrontés une problématique auquel sont confrontés tous les États occidentaux, c'est le développement du coût social. C'est Social Security, 374 milliards. Bien sûr. Et la population vieillit, ou elle travaille plus tard, elle fait des études, il y a des dispositifs qui sont mis en place, notamment aux États-Unis concernant la sécurité sociale, et tout ça a un coût croissant sans que les rentrées d'argent soient équivalentes, et du coup c'est la dette qui finance ça, et un certain nombre de candidats et de candidates sont motivés à commencer les coupes sur ce plan pour réduire l'État. Après, est-ce que il y a pas un profil comme ça qui se présente en France? Il y a des types d'alliances qui se montent déjà. Je veux dire, le FN et Pierre-Édouard Stérin, c'est un peu cette logique-là, et on voit la même chose. Sans aller jusque-là, la rumeur politique du moment, c'est que il y aurait un ticket Édouard Philippe et Xavier Niel. Donc ça serait une alternative à justement l'extrême droite pour faire autre chose. Mais ça prendrait effectivement une forme certainement pas aussi violente que ce qui se passe aux États-Unis, mais malgré tout une même logique de rationalisation de l'appareil d'État qui est alors c'est sans doute bien pire en France qu'aux US, mais il y a effectivement, si on essaye de clôturer cette partie The Good, ça a quand même mis à jour des gaspillages absolument incroyables, des redondances dans le système administratif, des cas de corruption qui auraient été facilement décelables et qui pourraient être facilement décelés à l'avenir. Donc il y a plein d'améliorations à faire. Après, il reste à réformer. C'est sans doute plus facile quand tu peux virer tout le monde du jour au lendemain. Mais malgré tout, c'est quand même un putain de challenge. Et pour l'instant, il n'y a pas de vision claire de ce qu'ils vont faire. On se doute bien qu'ils vont foutre de l'IA à la place d'un système hyper vieillissant. Et on est tous suffisamment familiers avec la tech pour se dire que oui, effectivement, l'appareil administratif et l'intelligence artificielle, ça devrait donner des résultats qui ne peuvent qu'améliorer les choses. On va laisser le coup humain pour le bad ou the ugly. Mais c'est clair que là-dessus, il y a un putain de chantier qui peut donner quelque chose de radicalement nouveau en termes de la gouvernance administrative assistée par de l'IA ou faite en large partie par l'IA.
Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est pas nouveau en fait. Bill Clinton avait fait exactement la même chose à l'époque. Et Reagan. Et bon, Reagan, mais ce qui est intéressant avec Bill Clinton, c'est que ça coïncidait avec l'avènement de l'Internet. Et il y avait eu des coupes massives à l'époque, quand Bill et Gore avaient mis en place cette politique d'optimisation finalement de l'administration américaine. On parlait de 377 000 employés fédéraux qui avaient été licenciés et une économie qui avait été vraiment substantielle et qui coïncidait effectivement avec une digitalisation des services publics américains au moment de l'avènement de l'Internet. Je pense qu'on est à la veille effectivement d'une nouvelle révolution technologique qui est l'intelligence artificielle et que je pense qu'ils essayent de faire écho à ça en se disant, de la même façon que Gore et Clinton avaient fait avec l'avènement de l'Internet, avec l'intelligence artificielle, on va être capable de faire exactement la même chose, rationaliser nos dépenses, etc. Il y a deux manières de faire ça. Et c'est ça qui est intéressant en termes de méthode. On dit la méthode, elle est brutale. T'as la méthode classique, et qui d'ailleurs n'a pas été abandonnée par les Américains, qui consiste à mettre en place un process, on appelle ça la reconciliation. Je vais pas rentrer dans le détail de ce truc-là, mais qui consiste en fait à faire passer, à passer par le Congrès pour obtenir un budget spécial. Et d'ailleurs, c'est en cours. Cette méthode-là, elle n'a pas été abandonnée, et Trump dit que il y aurait peut-être une décision du Congrès sur ce sujet-là aux alentours du mois de mai. Entre-temps, il fallait marquer les esprits et ils sont passés par le DOGE en passant directement par des décrets présidentiels. C'est ce qu'a fait Elon Musk. Et d'ailleurs, on peut se poser la question. Et d'ailleurs, les démocrates, et je le dis aux Français parce qu'ils pensent que les démocrates ne foutent rien, c'est pas vrai. Il y a Chuck Schumer, par exemple, qui est en train de mener une campagne pour expliquer que cette démarche-là, cette deuxième méthode, serait inconstitutionnel, et d'ailleurs c'est peut-être le cas, et il y aura certainement une action en justice sur ce point, d'ailleurs non pas contre Musk, mais certainement contre Trump. Et donc ça c'est la méthode brutale. Maintenant, sur la stratégie, il y a quand même un master plan, quoi, en fait. C'est-à-dire que, alors on peut ne pas être d'accord avec le master plan de Trump, mais j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur... Parce que moi j'ai essayé de prendre le temps d'étudier comment est-ce qu'il justifiait en fait ce truc-là. Le master plan économique du gouvernement de Trump, il repose en fait sur 3 piliers intimement liés d'ailleurs les uns avec les autres. Et tu l'as un petit peu rappelé tout à l'heure, Olivier. 1, il y a les tarifs sur les importations. 2, ensuite, c'est la réduction des impôts. Tu n'en as pas parlé sur le revenu, mais qui doivent aussi libérer du capital justement pour permettre cette réindustrialisation de l'économie américaine. Et 3, c'est la réduction effectivement de la dépense publique. Mais quand on rentre un petit peu dans le détail de ces 3, de cette stratégie en 3 piliers. Le tarif sur les importations, les produits importés, forcément, ils deviennent plus chers. Ça, c'est clair. Et normalement, ça devrait avoir un impact sur l'économie, puisque ça devrait ramener de la production sur le sol américain. Et je rappelle qu'à l'époque du Covid, les Américains avaient été choqués parce que il y avait un véritable problème de supply chain. On se rendait compte qu'il y avait des produits de première nécessité qui n'étaient plus disponibles sur le sol américain, le papier cul, des trucs comme ça, et que ça aussi, ça a beaucoup choqué l'administration américaine, en tout cas le camp de Trump, et ça doit maîtriser aussi une meilleure supply chain. Et bien évidemment, comme tu le disais Olivier, créer des jobs et des investissements sur le sol américain. Alors ça marche si on maîtrise l'innovation, parce que si tout d'un coup il y a des produits innovants qui sont étrangers, mais il y en a pas beaucoup, faut forcer de constater, et d'où l'importance de l'innovation aussi aux États-Unis, parce que si tu as des produits, à part les chipsets, c'est un véritable problème, parce que si tu dois importer des chipsets et que tu les taxes à 25%, ça va faire mal, ça c'est clair. Mais la réduction des impôts, elle participe exactement de la même chose, c'est-à-dire que ça doit permettre cette réduction d'impôts, et on l'a vu aux États-Unis, ça fonctionne. Quand tu réduis les impôts, il y a une redistribution du capital dans l'économie qui a lieu. Et Trump, lui, il se dit, ça va permettre d'ouvrir des usines. Je suis pas certain d'ailleurs que, je sais pas ce que t'en penses, Olivier, je suis pas certain que Trump comprenne vraiment toute la question technologique. Lui, ce qu'il veut, c'est il veut des blue collar, quoi, en fait. Il veut des usines, il veut des mecs qui travaillent sur le sol américain parce que c'est sa base électorale, non? Lui, je sais pas ce qu'il veut. Je pense qu'il essaye de sauver sa peau. Faut pas oublier que il y a plus d'1 an, l'hypothèse la plus sérieuse, c'était qu'il aille en prison. Et je pense que si à la sortie de la Maison Blanche, non, mais c'est un facteur extrêmement important. À la sortie de la Maison Blanche, il sait que s'il sort de la Maison Blanche, ce qu'il attend, c'est vraisemblablement soit la mort, soit la prison, parce qu'il a la mort.
Non, mais il est né en 1946, me semble-t-il. Ah, d'accord. La mort naturelle. Non, mais je te dis ça parce que tu veux des construits partout, Carlos, c'est pour ça. C'est pas du tout l'objectif. Après, je rebondirai sur le parallèle qui est intéressant, effectivement, avec la politique économique de 92-93, qui est dans un contexte, en fait, complètement différent. C'était les républicains au pouvoir, des conflits, le Koweït, Panama. Une dépense qui avait vraiment explosé à un niveau quasiment historique, et Gore et Clinton arrivent et ils disent on va moderniser, on va couper, on va remettre à l'équilibre le budget, mais dans un contexte international qui était tout autre. Et ça, ce qui les amène à une politique à miser sur 2 axes, c'est la science, l'éducation, et sur ces 2 jambes permettre à de plus en plus d'Américains de trouver des jobs à l'international, soit avec des marchés, soit directement avec des jobs, dans un contexte poche chute du mur de Berlin et faillite de l'URSS, avec des États-Unis qui sont appelés, ou qui se vivent comme ça, à effectivement gouverner le monde libre, et un monde qui fait à nouveau totalité, en surfant sur les autoroutes de l'information. C'est la formule d'Al Gore. Mais là, aujourd'hui, on est dans une situation quasiment renversée. Ouais. Renversée. Ouais. Parce que l'éducation, c'est plutôt l'IA qui est censé remplacer ce levier-là. Les frontières, elles sont fermées sur la migration. Alors, toute la migration peu qualifiée, ou la migration qualifiée. C'était le débat de Noël qui a été très très violent, et qui a été un des premiers accros. Entre Trump et Musk, où ils s'opposent là-dessus, et notamment avec la base MAGA sur la H1B, notamment. Entre les Dodge Kids ou les tech guys autour de Donald Trump et la base MAGA. Ouais. Voilà, où là il y a une tension, mais irréconciliable d'une certaine façon. Et puis on rajoute un bouclier tarifaire, ce qui va avoir un impact inévitablement sur l'inflation. Et une des manières de pondérer l'inflation, c'est de remonter les taux. Et si on remonte les taux, on dévalorise l'épargne. Je suis désolé de vous faire non, mais c'est vachement important ce que tu dis là. Ouais. Et économiquement, c'est pas ma discipline de référence, mais ils sont en train de jouer un jeu quand même. Toi, t'y crois pas, quoi, en fait. C'est pas ça. Non, mais c'est pas ma place d'y croire ou de pas y croire. C'est que c'est casse-gueule, quoi. C'est un équilibre super fragile. Hein. C'est hyper fragile. Il faut pas oublier que le pilier premier de l'économie, c'est la confiance. C'est la confiance. Pour les entrepreneurs, pour les investisseurs, pour les consommateurs, pour tout le monde, c'est la confiance. Il me semble pas que depuis la prise de fonction de Donald Trump, la confiance soit au pouvoir. Alors, je vous propose de regarder ce petit clip. C'est le New York Times qui a interviewé une douzaine, ce qu'on appelle des auditeurs, ce qui correspondrait à une sorte d'inspecteurs des finances indépendants. Et c'était des gens qui étaient, qui faisaient le Doge avant le Doge, en gros. D'ailleurs, certains ont été virés par Musk. C'est très drôle. Et je vous propose de regarder ce petit clip. Et on revient tout de suite, parce que c'est assez intéressant de regarder l'opinion, en fait, des gens qui font ce boulot-là depuis des années sur la politique du Doge. One word to describe Doge. I guess the word I would use to describe Doge is ambitious, abrupt, mysterious, unknown, confusion, unprecedented, aggressive. My first reaction when I heard of Doge, I was like, oh, this is not a bad thing at all. This is exactly what we do as a community. They dovetail with exactly what we do in the Inspector General community. Efficiency is literally in our name. And I said, well, this is great. These are folks that we can work with. I reached out to Doge on 4 different occasions. We were excited to be able to meet with them. That never happened. Never got a call back. I was at VA for almost 9 years. I got to know it very, very well. And it's almost impossible, if not impossible, just to come in and in a matter of weeks say, I know the agency and I can make decisions and I know all the implications of those decisions. To me, that's very dangerous. How much do you believe, Elon, you've identified in waste, fraud, abuse, corruption now? And how much do you anticipate you will? I think he's going to find $1 trillion. Yeah, I think so. $1 trillion is a lot of money. On parle depuis tout à l'heure de volonté de limiter la dépense publique et le déficit. En revanche,
la réalité que ça prend, c'est que ce n'est qu'une goutte d'eau et ça ne restera entre guillemets qu'une goutte d'eau quand bien même ils arriveraient à atteindre leurs objectifs qui sont irréalistes et les mecs de la vidéo le disent très bien, ils se marrent tous quoi. Déjà de deux, on peut questionner aussi le fléchage en fait de ces intérêts et dériver assez gentiment sans conspi vers les conflits d'intérêts que ça pose, notamment typiquement la défense pour le moment on n'y touche pas du tout. Ils tiennent à leur vie hein. Parce que je te rappelle qu'aux États-Unis, on sait buter des présidents, hein, on sait le faire. Ceci dit, il y a 5000 milliards, il y a plus de 5000 milliards de dollars qui disparaissent dans le Pentagone chaque année dans la comptabilité du Pentagone. Donc il y a sans doute des trucs à faire à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est à noter hein, les budgets de toutes les subventions qu'on donne à Lockheed Martin, à Boeing, à Northrop Grumman et tout ça, il y a eu aucune coupe hein, là-dessus. Hein. Jusqu'à présent, tout a été maintenu. Bon, après, ça fait 6 semaines qu'ils sont là. Hein, c'est pas non plus. Alors, ils annoncent 65 milliards d'économisés en quelques semaines, mais quand et là aussi, le New York Times a fait un super boulot là-dessus. On se rend compte que une grande partie de ces économies, elles n'existent pas. En fait, c'est-à-dire que c'est les hallucinations, c'est les hallucinations de l'IA aussi. Enfin, tu vois, c'est aussi tout. Non mais tu vois, c'est toujours cette dichotomie entre on exagère volontairement, on théâtralise le truc, etc. Et derrière, comme on est un rouleau compresseur, on peut pas nous en vouloir parce que finalement le temps passe très très vite et finalement ça fait que 6 semaines qu'on est au turbin. Mais en réalité, on vous balance des chiffres dans la gueule qui sont soit totalement surévalués, voire complètement falsifiés, et la plupart du temps, qui sont très approximatifs. Donc, mais est-ce que tu crois que c'est de la connerie ou est-ce que c'est non, mais c'est une stratégie politique. C'est ce que Steve Bannon appelle flood the drone. C'est une stratégie politique. C'est pas très loin de la stratégie du choc. Hein. Tu balances. Quand ils disent 8 milliards à la place de 8 millions, tu penses que c'est pas une erreur, c'est volontairement. Ça en saura jamais. Moi, je pense que c'est de la connerie, mais. Mais quand tu prends le faisceau volontaire. Ah, toi, tu crois que c'est volontaire? Ouais, et que en plus on a en face une presse qui réagit au quart de tour et qui elle-même se met à raconter absolument n'importe quoi. Et donc ça, c'est garbage in, garbage out. Ils sont en train d'empoisonner le système informationnel avec pas la complicité de la presse, mais la presse qui se fait avoir et qui va détruire le peu de crédibilité qu'elle avait encore. Et on va vraiment rentrer d'un point de vue informationnel dans une zone totalement chaotique où il y a guère que les IA qui nous permettront éventuellement d'y voir clair. Ça va être encore parce que mais c'est théorisé par Bannon, ça. C'est le même shit in shit out dont tu parles. Je suis même pas sûr, tu vois. Enfin, les IA, on va peut-être aussi là aussi évoquer pourquoi à ce point vouloir choper la data privée de tout le monde en allant chercher à avoir accès à tout ce qui est planqué habituellement dans les agences. Mais juste, ça peut pas être. Ça, c'est la transparence, c'est le modèle open source, quoi. C'est un ingénieur, quoi. Il s'attaque au système, il veut avoir accès au système, en fait. Oui, mais il veut avoir accès au système. Non, mais juste, revenons 2 secondes sur les chiffres. Ça ne peut pas être que des boulettes. Les chiffres incroyables annoncés du nombre de personnes âgées de entre 160 et 300 ans. Enfin, il n'y a pas que des erreurs. Il y a une exagération volontaire qui est là pour justement marquer les esprits. Je sais plus qui employait le terme tout à l'heure. C'est marquer les esprits. Et puis, à un moment donné, derrière, il y a une forme de réalité. Mais quand tu la mesures, alors, je suis moins bien placé que toi, mais de temps en temps, je lis un peu la presse aussi. Je vois bien que les chiffres sont totalement déconnectés. C'est une goutte d'eau aujourd'hui. Alors, rappelons les chiffres. Hein. Eux annoncent 65 milliards. Le New York Times fait une enquête et explique que c'est pas 65 milliards, que c'est certainement plus autour de 4 milliards. Donc effectivement, comme tu dis, c'est même pas une goutte d'eau, c'est de la bruine, hein, parce que le total de dépenses fédérales c'est 750 milliards. Donc 4 milliards sur 750 milliards, c'est que dalle. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec mes camarades. C'est-à-dire, Elon Musk, comme vous, je le connais pas, mais je le regarde, je l'écoute depuis maintenant de nombreuses années, et je pense 2 choses. Je pense que c'est un troll, c'est le roi des trolls, c'est le roi des trolls. Mais, enfin, il est vraiment né de ça, de la culture internet, et il agit comme ça, il pense comme ça, et ça a son efficacité politique.
en termes de communication aussi. Et je pense que c'est un croyant. Je pense qu'il croit en ce qu'il fait. Je pense qu'il croit vraiment en ce qu'il fait. Oui. Contrairement à Donald Trump, qui est un cynique au dernier degré, je pense que Musk croit en ce qu'il fait. Je pense qu'il a réuni autour de lui des croyants aussi, qui se vivent vraiment comme des chevaliers. Après, c'est des chevaliers, alors qui sont convaincus que la tech, ça va permettre de résoudre tous les problèmes du monde, à commencer par ceux de la bureaucratie. C'est des gens qui souvent connaissent mal la bureaucratie. Et quasiment, ils connaissent tous mal la bureaucratie. Aujourd'hui, la Dodge, c'est 40 personnes. Il avait annoncé qu'il recruterait, avec un appel d'offres public d'une certaine façon, des gens qui seraient capables de travailler 80 heures par semaine, qui auraient un QI extrêmement élevé, etc. Résultat des courses, il a surtout recruté, ou ils ont recruté des gens qui connaissent, et des gamins, des gens qui sont passés par leur boîte. Des gens qui sont passés par SpaceX, qui sont passés par Tesla, des gens qui sont passés par Uber, par Twitter réformé, donc Twitter X, et des gens qui pensent qu'on peut faire comme dans la tech, c'est-à-dire monter des task force, des commandos, des équipes commandos, et qu'on peut via l'identification du fonctionnement du système d'information, le dénuder tout ce qu'il y a autour, se focaliser sur les corps centraux et fondamentaux, et ainsi continuer à faire marcher la machine en minimisant les coûts. Et je pense vraiment qu'ils essayent de faire ça, sauf que ils ont sûrement pas mesuré que l'État fédéral et les différentes agences, c'est pas du tout une boîte tech de la Silicon Valley, ni en termes de volume, ni en termes de système d'information, d'IT, où tout est dépareillé avec parfois du code qui date des années 70. C'est du COBOL derrière, oui, c'est sûr. Donc, mais oui, mais en plus oui. Donc je pense qu'ils sont sous-staffés, ils sont hyper. Ils ont du mal à recruter, Olivier. Ils ont du mal à recruter. Ma fille qui est à Berkeley connaît quelqu'un qui a rejoint le Doge, un de ses copains, qui lui en engineering, et qui a rejoint effectivement l'équipe du Doge depuis Berkeley. Donc c'est un étudiant, hein, c'est un gamin. Et il reçoit des menaces de mort toute la journée. C'est-à-dire que c'est visiblement faire partie de cette équipe-là dont tu parles. C'est pas neutre. Et d'ailleurs, il se disait, je sais pas si je vais pas partir parce que je me pose la question de mon employabilité future. Bien sûr, ça sur mon CV, Mais effectivement, tu as raison. Il y a été avec une volonté, avec l'envie d'être utile, pour son pays, et il a cru à ce projet, effectivement. Oui, mais d'ailleurs, la première mission qui est celle de moderniser l'IT de l'État américain. C'est la mission qui est dans le décret. Elle est d'une certaine façon, enfin tout le monde va s'accorder là-dessus, je pense. Absolument tout le monde va s'accorder là-dessus. Et d'ailleurs, à tel point que c'est pas du tout nouveau comme mission. Et d'ailleurs que la Dodge, c'est une réminiscence d'une équipe qui existait déjà à la Maison Blanche. Et que toutes les administrations, elles arrivent avec cet objectif-là. Sauf qu'ils les ont tous virés, les anciens. Ouais, ils sont partis. Le problème, c'est que d'une part, ils se donnent pas juste cette mission-là. Et ils se donnent la mission de dégraisser le mammouth, hein, disait Claude Allègre. C'est vraiment l'équivalent. Et qu'en plus, effectivement, c'est pas un silo politique. C'est-à-dire que c'est une constellation. Et que ça va de pair avec d'autres choses, et notamment des attaques sur différents domaines, qui sont l'environnement, qui sont la science, qui sont la remise en cause de la politique sociale. Et là, du coup, ça prend une dimension tout autre, effectivement, comme tu le dis, et je pense que c'est le propos de cette partie. Là, au fond, ce que l'on interroge, je pense, dans cette partie The Ugly tout particulièrement, c'est l'idéologie qui est derrière. Parce que si on s'interroge sur le casting, bon, ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre de Musk que Musk. Allez, on va chercher un autre patron. Je rappelle qu'il y avait Vivek à l'époque, qui est un mec plutôt smart, et qui a quitté le projet Doge. Alors sous prétexte qu'il se présenterait au sénatorial de l'Ohio. C'est bien les sénatoriales, je crois. Fuck you, asshole. Mais je pense qu'il y a effectivement Vivek était très content de se barrer, En fait, c'est pas pour ça qu'il est parti. Il est parti parce que le deal de départ, c'était que la Dodge soit une agence indépendante. Mm-hmm. Et là, en fait, c'est une agence qui est rattachée directement à la Maison Blanche. Du coup, ça pose des problèmes de statut pour qui la dirige. Et d'ailleurs, statutairement, il me semble qu'à l'heure où on se parle, c'est pas Elon Musk qui est responsable de la Dodge, parce que inévitablement, si jamais il devient directeur juridiquement de la Dodge, ça va l'exposer à tout un tas de procédures en conflit d'intérêts.
Et d'ailleurs, même s'il est pas statutairement. Je pense qu'il est déjà exposé. Hein. Ouais. Voilà. Et donc on verra. Et d'ailleurs, il y a une séquence absolument lunaire sur ce sujet-là. Je sais pas si vous l'avez vu, où un journaliste pose la question à la porte-parole du gouvernement en lui disant mais il y a quand même des conflits d'intérêts entre Musk, au Doge et ses entreprises. Et là, elle répond un truc absolument incroyable. Elle dit oui, on en a parlé et on s'est mis d'accord avec Musk que si il constatait effectivement lui-même un conflit d'intérêts avec une de ses entreprises, il se retirerait. Ce qui est la définition propre du conflit d'intérêts. C'est-à-dire que c'est lui-même qui doit déterminer s'il y a conflit ou pas. Mais jugé parti. S'il est jugé parti, c'est la définition d'un conflit d'intérêts. Quand on est jugé parti, c'est très drôle. C'est bien pour ça que tout ça est quand même relève pas mal. En tout cas, peut-être que c'est notre vision européenne ou française ou que la mienne, mais d'un gros foutage de gueule. Rien que sur les conflits d'intérêts, en dehors même d'aller cibler des agences qui président à la régulation d'un certain nombre de marchés qui concernent ces boîtes. C'est con, mais regarde, rien que le nom Doge, qui manifestement fait référence au Dogecoin, à la crypto préférée de Trump, de Musk, pardon. Deuxièmement, Musk incarne totalement le Doge. Troisièmement, le site même du Doge, ça n'est que du X finalement. C'est que les tweets. Voilà. Donc à un moment donné, c'est extrêmement incarné. Le conflit d'intérêts, le Doge égale la vitrine et le meilleur spot publicitaire pour Musk. Enfin, si tant est que soit il réussit sa mission, soit qu'il se fasse pas à un moment donné dégager Manu Militari. Bon, pour l'instant, d'un point de vue financier, ça lui profite pas. Hein. Il a même pas de salaire. Hein. Oui, voilà. Excuse-moi, je verse une larme. Désolé, je verse une larme par rapport à l'indécence, effectivement, de tout ce qu'il est en train de mettre en place par rapport aux personnes qui ne touchent plus les aides et puis toute la rhétorique. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est pas. Mais Cyril, t'as raison, mais Olivier, il a raison aussi. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi aller se foutre dans ce merdier-là, à moins d'y croire absolument bec et ongle, comme dit, parce que sincèrement, il a absolument aucun intérêt économique à aller se foutre dans ce merdier-là, parce qu'en plus, il commence à avoir la merde qui commence à lui monter au-dessus du nez. Hein. Non, après, c'est un joueur de poker, Musk. Faut se rappeler que c'est un joueur de poker. Il joue sur le long terme. Je suis pas sûr qu'il ait un intérêt à court terme à aller chercher des émoluments pour la mission qui lui a été confiée. Il en a rien à faire. En fait, il voit, me semble-t-il, un tout petit peu plus loin. Et qu'est-ce qu'il voit plus loin, à ton avis? Ça, j'ai pas une boule de cristal, mais en tout cas, on peut se demander effectivement à qui profite entre guillemets un certain nombre d'agences qui se font DPC. Est-ce que c'est un conflit d'intérêt par rapport à ces activités, que ce soit sur SpaceX, sur Tesla, sur des agences environnementales, ça c'est clair, parce que effectivement, il y a eu tout un tas d'actions de ces agences-là contre des sociétés comme SpaceX ou Tesla qui l'ont fait chier depuis des années, et que je pense qu'il y a une forme de vengeance. Je suis absolument d'accord avec toi. Il y a peut-être de la vengeance purement personnelle. Peut-être, mais il y a probablement plein de variables dans l'équation. Est-ce que il est en train d'essayer de se dessiner un destin politique pour l'après-Trump? J'en sais rien, mais c'est une supposition, c'est une hypothèse qu'on peut avoir. J'écoutais récemment un podcast américain dont j'ai oublié le nom, avec l'intervention de quelqu'un de chez Wired qui disait, tiens, c'est intéressant aussi de se demander pourquoi l'accès à toute cette data. Est-ce que c'est pour nourrir une IA? Est-ce que c'est pour nourrir Grok, puisqu'on a atteint un plafond de verre en termes de data? Ça vient pas de moi, mais j'ai trouvé la réflexion intéressante. Est-ce qu'elle est conspi? Je sais pas. En tout cas, on est en droit de se demander finalement, qu'est-ce qu'il fout là, déjà? Deuxièmement, pourquoi lui plutôt qu'un autre? Parce que effectivement, la mission qui lui est confiée, encore une fois, elle est frappée au coin du bon sens. Et puis derrière, encore une fois, je suis désolé, mais on parle de brutalisme, etc. On parle de croyance. Il croit en ce qu'il fait, mais les Doge Kids ou les Muscovitz, comme ils sont surnommés par certains, croient aussi en Elon Musk. Qu'est-ce qu'ils foutent là aussi? Est-ce que c'est parce qu'ils pensent vraiment faire quelque chose pour leur pays, ou parce que ce sont des espèces de fanboys qui voient en Elon Musk une espèce de guide suprême à un moment donné? Tu vois, on peut se poser la question. Il y a de ça, je pense. Donc le culte de la personne et le fait d'arriver avec une rhétorique autour de c'est les plus grosses fraudes qu'on ait jamais vues, une posture de nettoyeur de la soi-disant bureaucratie, le terme même, si tu veux, de bureaucratie qui veut dire tout ce que l'on sait, mais qui est très connoté à la base. Et puis derrière, le master plan dont tu faisais mention tout à l'heure et qui ressemble quand même beaucoup
à ce que préconisait, encore une fois, je reviens dessus, Friedman, et dont parle Klein dans son bouquin sur la stratégie du choc. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il préconisait? Il préconisait en période de crise, donc celle qu'ils sont censés vivre actuellement, réduction d'impôts, réduction de la dette publique, et in fine, privatisation des services, y compris de l'école, et c'est ce qu'il a conseillé à Pinochet dans les années 70. Il a commencé par ça. Donc, c'est pas être conspi que de faire des parallèles avec l'histoire et de se rendre compte qu'il y a un certain nombre de points communs entre la novlangue qui est imposée. Il y a un certain nombre de mots qui ont été totalement proscrits et qui sont largement surveillés aujourd'hui. C'est encore récemment, je crois, dans le Time que la liste est sortie. Enfin, il y a un faisceau d'indices qui puent, qui sont pas très comment dire, reluisants ou rassurants. Maintenant, est-ce que c'est simplement une façon d'analyser les choses et c'est extrêmement biaisé? Probablement un petit peu, mais on peut pas s'interdire de se poser ces questions-là, je crois. Olivier, ce parallèle avec l'Allemagne de 1938, je l'entends beaucoup en Europe. Alors c'est vrai qu'on a cette expérience en Europe que peut-être les Américains n'ont pas et que chat échaudé craint l'eau froide. Toi, dans un post récemment sur LinkedIn, t'expliques que le parallèle, il est moins à chercher à l'époque de cette Europe des années 30 et plus à chercher sur une époque plus moderne que celle de la Silicon Valley. Est-ce que tu continues à penser ça ou je pense que le travail des intellectuels, c'est de nommer précisément ce qu'on est en train d'observer. Je pense qu'il faut faire ce travail de manière extrêmement rapide et de manière extrêmement précise. Ce qui est vraiment un défi en ce moment. Je pense que liquider, régler le problème de la qualification qui est en train de ce qui est en train de se passer aux États-Unis en disant c'est le nazisme, c'est le fascisme, empêche de penser concrètement ce qui est en train d'arriver. Tout à fait. Et dissuade un effet contre-productif par rapport à ce qui est en train de se passer. Parce que précisément, et c'est ce qu'a dit Elon Musk, il a dit mais je suis quand même pas Adolf Hitler. Ce qui est vrai. C'est une phrase en logique, en termes d'assertion, c'est vrai. Et il y a plein de choses qui différencient Adolf Hitler d'Elon Musk. Plein de choses. Par exemple, le discours, l'utilisation des médias, de quels médias. Adolf Hitler, c'était la radio et le cinéma. Elon Musk, c'est Twitter X. Bon, ça n'a rien à voir. C'est les mêmes. Hitler, mais bon, c'est les mêmes. Non, mais c'est les mêmes. C'est un personnage aussi clownesque. Elon Musk. C'est un personnage que quand il fait un salut nazi, et il fait un salut nazi, il n'a pas la même fonction, il n'a pas la même adresse qu'Adolf Hitler. C'est-à-dire que son adresse, elle est dans la culture du trolling, dans l'audience du trolling, dans une stratégie de déréalisation de la signification. Dans cet univers, on n'arrête pas de s'alimenter et se renvoyer à des métaphores empruntées à la culture populaire du type la pilule rouge de Matrix, Pepe the Frog, qui est devenu un mème et un ténet. En fait, il cherche à créer un mème, quoi. C'est ça ce que tu dis. Il est très content parce que ça crée un mème. Et en fait, son salut nazi, c'est ça crée de la confusion parce que lui il va dire mais regardez, c'est pas la même chose, on n'est pas à l'Allemagne nazie, c'était l'Allemagne nazie, un pays où il y avait la SS qui rassemblait 250 000 personnes. Alors on va dire la marche sur le Capitole, mais la marche sur le Capitole c'est 1500 personnes me semble-t-il, qui ont été d'ailleurs graciées par Donald Trump. Et qui n'étaient pas armés. Oui, enfin, je veux pas minimiser la violence politique et la gravité qui s'est passée en termes de institutionnel, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas l'Allemagne nazie, c'est pas les mêmes circonstances. C'est parce que Adolf Hitler arrive avec la force armée, arrive dans un contexte de crise économique et d'inflation qui n'est pas celui des États-Unis d'aujourd'hui. Voilà, et où le statut des médias et le rôle des médias n'était pas le même. Donc du coup, si on compare les deux, Adolf Hitler et Elon Musk, ça va pas convaincre en fait la base MAGA. Ce type de discours ne va pas convaincre la base MAGA. Ils vont dire non, c'est une instrumentalisation, vous êtes encore des journalistes du New York Times qui essayaient de nous dire quoi penser, etc., comme on entend tout le temps. En fait, c'est pas la bonne méthode, c'est ça, c'est pour essayer si on veut lutter contre ce truc-là, c'est pas l'analogie qu'il faut utiliser, c'est ça ce que tu es en train de dire. Moi j'ai l'impression, c'est pas forcément l'analogie, mais par contre c'est faire des généalogies. Et moi dans mon travail, c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie de dire en fait la tradition dans laquelle s'inscrit Elon Musk aux États-Unis et particulièrement dans la Silicon Valley, elle a toujours existé.
elle a toujours existé. Il y a toujours une base eugéniste, suprémaciste, raciste, masculiniste. Elle a toujours existé depuis la création de Stanford. Par contre, elle a souvent été minoritaire et en fait, elle a été de plus en plus minoritaire. Mais il y avait dans les années 1980, les années 1990, il y avait des guilders qui avaient des discours et vraiment type Donald Trump, raciste, sexiste, etc. Il y avait David Sachs et Peter Thiel, et pour ceux qui l'ont pas lu, je vous renvoie au mythe de la diversité, publié en 1995, avec exactement les mêmes discours qu'aujourd'hui, les attaques sur les politiques sociales, la discrimination, qui vont amener inévitablement la médiocratie, et comment les universités, dans toute cette configuration, tendent à abaisser le niveau moyen de l'américain, à diluer les meilleurs QI, et qui va se traduire inévitablement par une déchéance du pays, et des discours, en fait, on retrouve exactement la même chose qu'il y a 100 ans. La civilisation de l'empathie, il en parlait récemment chez Joe Rogan, comme quoi c'est un désastre pour la société américaine. C'est exact. Ces thèses-là, tu dis, on les retrouvait déjà à l'époque. Bien sûr. Il y a déjà plusieurs années. Ouais. Lewis Terman, un des fondateurs de la psychologie moderne, qui est le père de Fred Terman, souvent considéré comme le père fondateur de la Silicon Valley, il a fait sa thèse sur les idiots et les intelligents. C'est la personne qui a modernisé, qui a importé aux États-Unis le test de QI, et qui l'a testé auprès de 1,6 million conscrits au moment de la Première Guerre mondiale. Oui, avec pour projet de distinguer, d'isoler les plus grosses intelligences. Les cons des smarts, quoi. C'est ça. Il disait les stupides. Ouais. Il disait les stupides. Donc c'est pas un projet du tout nouveau, qui fait écho avec ce qu'on a vécu en Europe, évidemment, notamment en termes d'eugénisme. Il faut pas oublier non plus que le nazisme, il a eu son existence aux États-Unis, que le Bund a rassemblé jusqu'à 2 millions de personnes, je crois, me souvenir, en 39, que le Madison Square Garden, vous avez des photos où on voit le Bund, on voit une croix gammée en 1939 à New York, et ce qui posait absolument pas de problème. Avec des célébrités qui soutenaient ce mouvement-là. Bien sûr. Et d'ailleurs, jusqu'à The Office, l'inénarrable série où il y a Dwight Schrute qui parle de son grand-père qui était passé au Bund. Voilà, il y a cette tradition qui est forte, qui est oubliée aux États-Unis, qui se nourrit parfois d'autres généalogies, et qui nous amène, enfin qui nous appelle, je crois, en tout cas en tant qu'intellectuels, commentateurs, gens qui connaissent la tech, à avoir une parole juste sur ce qui est en train de se jouer. Pour essayer de donner une prise et des angles d'analyse qui soient concrets et efficaces à tous les gens qui peuvent nous écouter. Fabrice, ce parallèle avec l'Allemagne nazie, le fait de dire, parce que je l'entends dans les médias, que tout d'un coup les États-Unis sont devenus un État fasciste, est-ce que c'est la volonté, c'est quoi? C'est de créer une sorte d'écran de fumée. Tout d'un coup, on ne parle plus que de ça, et du coup, on ne parle plus de nos problèmes. On moralise le problème des Américains. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Parce que quand on appuie sur ce bouton-là, ce point de Godwin, bien évidemment que ça fait réagir les Européens. Là aussi, on pourrait se poser la question. On est vraiment dans ce qu'on appelait à l'Airwalk une panique morale. On est face à des gens qui sont complètement affolés, et puis surtout en France, des gens qui ont tout misé sur le rouge, et c'est le noir qui est sorti à la roulette. Les démocrates s'entendaient à merveille avec les gouvernances européennes, avaient un grand plan en commun, et puis là, tout d'un coup, on se retrouve à poil en réalisant, et c'est bien pire pour nos voisins européens, qu'on est totalement dépendant des Américains. Donc nous, évidemment, c'est criant sur les technologies, mais chez nos voisins, ils sont pas vraiment mieux lotis en matière de technologie, et en matière de défense, ils sont la plupart du temps complètement dans les mains des Américains. Donc ils s'en aperçoivent du jour au lendemain. On a besoin de relancer notre économie de notre côté, donc effectivement, ça c'est armons-nous. Les chars russes vont débarquer à Moscou. On est dans le même délire que. Non, les chars russes vont débarquer à Lisbonne. Non, pas à Lisbonne. Ils sur sont les déjà champs, à Moscou. Les chars. Quand j'étais gamin, la grande crainte en cas d'arrivée de Mitterrand, c'était les chars russes sur les Champs-Élysées. Donc on est dans ce genre de grande crainte qu'on agite, parce qu'il va falloir nous aussi changer de modèle économique, vu que on est dépendant de celui des Américains, on n'a pas le choix. Et on nous annonce une économie de guerre, c'est ce que nous a dit. C'est pas con. On est les deuxièmes exportateurs d'armes au monde. Donc si on verrouille les budgets européens sur de l'achat européen, on est hyper gagnant. D'un point de vue modèle économique, c'est une excellente idée pour la France.
Après, et en termes de financement aussi, parce qu'en faisant peur à la société française, et si on organise ce grand emprunt, qu'en fait, en disant il faut qu'on passe à une économie de guerre, et que la population a peur, elle sera plus enclin à participer à cet effort de financement. Elle participera à cet effort de financement parce qu'elle est émotionnellement impliquée dans la guerre en Ukraine depuis maintenant 3 ans et que c'est un truc horrible, et ça donnera une économie française qui s'en sortira mieux que les autres, parce qu'on a de l'énergie nucléaire, donc beaucoup plus accessible que la situation allemande qui est catastrophique, avec une économie qui est très 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 dépendante des hydrocarbures russes et qui commence à flancher qui est vraiment dans une situation catastrophique. Hein. On n'est vraiment pas à plaindre à côté des Allemands. Du coup, potentiellement, on les tient par les couilles parce qu'on leur fournit quand même de l'énergie à un prix raisonnable. Tu vas être considéré comme masculiniste si tu dis ça. Ah bon? Merde. Et puis, on est quand même le deuxième exportateur d'armes au monde. Donc, en période de guerre, ça va profiter. C'est clair que politiquement, on peut dire adieu à la démocratie, c'est fini, ça va pas faire bon ménage. Mais d'un point de vue économique, l'orientation que prend Macron est pas stupide. C'est un modèle économique qui rapporte de l'argent et qui va permettre, sans doute, à la France de subsister mieux que les autres au sein du continent européen. Mais le vrai problème auquel ils font face, c'est l'affolement qui donne lieu à Trump est un nazi, Trump c'est Hitler, tout se réduit au fascisme et au nazisme. C'est plus une panique morale, mais c'est clair que c'est catastrophique parce que du coup personne n'y comprend rien. La presse passe son temps à publier des articles sur la thématique Musk est méchant et je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, analyser les choses, essayer d'anticiper les choses, essayer de voir comment vont se transformer les États-Unis et comment nous on va pouvoir s'adapter à tout ça. C'est impossible en ayant comme input la presse. Absolument impossible. La presse est complètement hors jeu. Elle ne sert qu'à brasser de l'émotionnel pour bien faire comprendre à tout le monde que les Américains sont plus nos amis. C'est éventuellement des partenaires commerciaux, mais c'est plus nos amis. Et que on se retrouve quand même à devoir passer à l'âge adulte d'une Europe qui s'est pas vraiment faite avec l'approbation des populations, donc qui a pas une grande popularité. D'un passage au réarmement qui passera mécaniquement par le nationalisme dans un climat politique, on a toujours mis ça de côté. Donc on est au devant de très 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 grands challenges de transformation sociétale. Fabrice dit quelque chose, tu as dit tout à l'heure, il faut considérer que on est à la fin de la démocratie. C'est fort comme phrase ce que tu prononces, mais j'aimerais avoir votre opinion, Olivier et Cyril là-dessus, parce que je me suis fait une réflexion, je me suis dit est-ce que ce qui est en train de se passer aux États-Unis n'est pas en train de mettre en lumière une sorte de changement de paradigme où on a été très longtemps dans la lutte des classes. D'ailleurs, ça a alimenté énormément l'idéologie en Europe. Est-ce qu'on n'est pas en train de switcher sur une autre forme de lutte qui est on est en train d'essayer d'opposer liberté et démocratie? Et avec le sens américain de liberté et de démocratie. Et j'ai l'impression que c'est Peter Thiel, ça. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'on est en train de nous expliquer que effectivement, si vous souhaitez la liberté, alors c'est incompatible avec cette démocratie, et que justement on a une Europe qui elle est attachée à la démocratie, au modèle démocratique, et une Amérique qui elle est en train de se rapprocher plus de thèses qui sont plus proches en fait de ce culte de la liberté. Qu'est-ce que tu penses de ça, Olivier? Est-ce que c'est ça la nouvelle lutte aujourd'hui idéologique, liberté versus démocratie? De toute façon, les États-Unis sont pas un pays qui sont construits sur la lutte des classes. Mais l'Europe, oui. Oui, l'Europe, oui. Un très vieux sociologue qui était un contemporain de Weber qui disait en fait si le communisme a jamais pris aux États-Unis, c'est parce qu'en fait on peut se déplacer. Si jamais ça se passe mal dans sa boîte, dans son entreprise, avec son employeur, on peut migrer. On va vers un autre État, on va créer son entreprise. Voilà, il y a toujours cette frontière qui d'une certaine façon désactive le conflit social. Et du coup, ça explique aussi l'importance de se projeter toujours dans un avenir meilleur. Toutes les institutions économiques aux États-Unis, et tu le sais, reposent sur la projection dans l'avenir. C'est-à-dire, faut emprunter pour l'éducation, faut emprunter pour l'école, faut emprunter pour prendre des parts dans sa boîte, et du coup, faut investir. Oui, les trois promesses de la déclaration d'indépendance, c'est effectivement life, liberty
et la pursuit of happiness. Donc et ça c'est très important, hein, c'est la poursuite du bonheur, c'est inscrit dans la déclaration d'indépendance des Américains. C'est absolument hyper important. Alors après ce modèle-là, il a fonctionné quand même jusqu'à aujourd'hui, et il a fonctionné avec un pays de croyants, hein. Les États-Unis, c'est un pays de croyants, dans l'argent, c'est marqué dessus, c'est un pays de croyants dans ce modèle-là, c'est-à-dire un avenir meilleur, et c'est un pays de croyants au sens propre du terme. Les États-Unis, si tu regardes le niveau de développement avec le niveau de pratiquants, de pratiques religieuses, c'est l'anomalie du monde. Il y a comme ça une croisée entre un très haut niveau de pratiques religieuses, de croyances religieuses et de développement économique. Il n'y a pas eu un processus de sécularisation comme il y a eu dans d'autres pays. Après, ce que vivent les États-Unis, me semble-t-il, c'est et qu'on vit aussi chez nous et qu'on vit un peu partout d'ailleurs, c'est que la question de la démocratie, elle se transforme en fait. Alors, j'entends les moqueries sur le wokisme, etc. Mais woke, ça veut dire prendre conscience à la fois des privilèges qu'on peut avoir et puis de ceux qu'on n'a pas. Et ça fait rentrer la démocratie dans un horizon qui est beaucoup plus conflictuel, qui est beaucoup plus polarisé, avec le camp des privilégiés qui se voit pas forcément comme ça. Et qui essaye malgré tout de défendre son modèle, de défendre sa légitimité, exactement, de manière plus ou moins consciente et explicite. Lisez Peter Thiel, c'est explicite. Chez d'autres, c'est beaucoup plus crypté, comme chez Zuckerberg par exemple. Et puis il y a l'autre camp, qui est le camp des minorités d'une certaine façon, avec tous les S possibles, et qui essaye de défendre eux leurs droits réels. Et qui est pas ceux forcément du capital, ce qui amène à confronter effectivement à une opposition très forte sur une ligne qu'on appelle liberté, mais qui est un mot derrière lequel chacun met une réalité différente. Alors revenons au Doge. Sur ce Doge, on sent que ça craque un petit peu, hein. Il y a eu une réunion récemment, le 6 mars, on enregistre cette émission, on est le 10 mars. C'est important de redonner la date à chaque fois parce que entre l'enregistrement et la diffusion, il se passe tellement de trucs des fois que voilà. Donc il y a eu une réunion le 6 mars dernier à la Maison Blanche où visiblement, là encore, c'est le New York Times qui nous révèle cette histoire-là. Non, pardon, c'est The Information, c'est pas le New York Times, qui dit que voilà, il y a eu un clash monumental entre Musk et notamment Rubio, où Musk critiquait Rubio en lui disant qu'il allait pas assez vite et qu'il n'était pas assez radical, ce à quoi Rubio a reproché à Musk de faire n'importe quoi, et visiblement Trump dans cette réunion a regardé cette séance de ping-pong entre Rubio et Musk, et aurait pris la défense de Rubio et aurait remis un petit peu Musk à sa place, et il aurait d'ailleurs décidé de limiter le pouvoir de Musk, puisque lors de cette réunion, il a annoncé des modifications majeures concernant le fonctionnement du Doge, notamment désormais ce sont les secrétaires de cabinet qui auront le dernier mot sur les suppressions de postes. Et il ramène justement Musk à un rôle de conseiller avec ses équipes. Et il a également précisé que la prochaine phase de réduction des dépenses serait effectuée au scalpel plutôt qu'à la hache, voire à la tronçonneuse. Donc là, qu'est-ce qu'il faut voir là-dedans? Ça y est, c'est fini, la bromance entre Trump et Musk, elle est consommée. Trump s'est rendu compte que Musk était effectivement un troll et qui lui portait plus préjudice qu'autre chose. Bon Trump est bon en troll aussi. Non, ça. il utilise plus X, mais souvenez-vous lors du premier mandat, il était excellent en troll. Je pense pas que ça. Je pense qu'il lui a dit de se calmer sur le côté ultra brutal du début de Doge. Oui, mais 2 semaines avant, il lui disait qu'il fallait aller encore plus fort et plus vite. Donc c'est ça qui est dingue. Ah bah oui, mais 2 semaines, c'est l'équivalent de 6 mois pour nous. Ça, ils vont vite. Ils vont très très vite. Là, visiblement, ils se sont aperçus que quand même, c'était beaucoup trop violent. Donc ils vont aller plus gentiment, enfin un peu moins brutalement plutôt. Après, je vois pas ce qui nous permet de penser que ça soit la fin de la bromance. Je suis pas sûr que ça soit une bromance. Ça c'est plutôt un terme que la presse a trouvé pour
pareil, expliquer en permanence pourquoi c'est des méchants plutôt qu'essayer d'analyser les choses et regarder les choses, les faits froidement pour en faire sens. C'est du vocabulaire idiot, c'est comme fasciste, c'est comme ça ne sert qu'à nous écarter d'une possible clairvoyance sur ce qui est en train de se passer. Avant même que Trump soit investi, il y avait déjà des oracles qui disaient que cette fameuse bromance, qui est un terme effectivement repris ou inventé par la presse, j'en sais rien, et à la limite, il faut bien à un moment donné utiliser des mots pour essayer de marquer des esprits aussi. D'aucuns disaient que c'était déjà mort-né, donc là je sais pas, honnêtement je sais pas te dire. En revanche, sur est-ce qu'on essaie de nous vendre la liberté sur l'autel de la démocratie, ça j'aurais bien voulu te dire qu'effectivement les deux ne semblent pas incompatibles. Non mais la liberté. C'est ça le problème, c'est que si on laisse s'installer le fait que la démocratie ne permet pas une forme de liberté et au contraire se transforme en une sorte de bureaucratie kafkaïenne dont personne ne comprend rien et qui nous impose et qui réduise nos libertés, on est foutu. Mais c'est en ça que c'est intéressant, parce que d'une part c'est pas incompatible, parce que pour pouvoir rester libre, d'aucuns ont prétendu à une époque qu'il fallait se placer sous l'égide d'un Léviathan, et après tu vois jusqu'où est-ce que tu peux te protéger sous l'égide d'un protecteur avec une certaine forme de partage de la décision qui préside à la vie de la cité, ce qui est la démocratie en fait, qui n'est pas synonyme directement. L'inverse de la démocratie, c'est pas le contraire de la liberté à proprement parler. Et cette dualité, justement, puisque tu reprends le terme de bureaucratie, on pourrait aussi se poser la question si on n'essaie pas de nous imposer une technocratie plutôt qu'une bureaucratie, parce que là aussi le terme bureaucratie, de la même manière que woke, que bromance, etc., tout ça sont des mots un petit peu valises, mais il faut à chaque fois aller les explorer. Et si on n'essaie pas en termes de dualité, tu vois, si on oppose liberté et démocratie, pourquoi ne pas opposer à ce moment-là l'ancien système que certains essaient de nous shooter en nous imposant un nouveau système qui est celui qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place. Tu vois, donc effectivement, c'est question de dualité, liberté-démocratie ou ancien système au profit d'un nouveau. Et là, ça revient peut-être davantage à questionner l'idéologie libertarienne que connaît bien du coup Fabrice, qui est quand même, mais je suis moins bien documenté que toi. Mais si, il est tous les soirs sur France 5 à défendre le libertarianisme. C'est toi-même qui le disais. Non, je rigole. Non, mais blague à part, puisque c'est cette idée de s'affranchir d'une forme de d'institution, avoir mis le verre dans la pomme, est-ce que c'est pas ça la vraie question finalement avec Musk? Si, non mais ils ont vraiment mis le verre dans la pomme avec la liberté. C'est le truc de Rubio qui nous a sorti aussi bien au grand sommet de l'IA à Paris que une semaine plus tard à Munich. J.D. Vance. Très clairement, ils sont en train de taper sur un énorme cultural gap qu'il y a entre l'Europe et les États-Unis, qui est la liberté d'expression, avec en nous mettant dans le lait que effectivement en Europe, on n'a pas du tout la même vision de la liberté d'expression, qu'elle est totalement floue et que dans le numérique, elle est rentrée dans une opacité totale et un arbitraire qu'on a du mal à voir tellement c'est opaque. Et que eux ont le premier amendement qui serait invraisemblable en France, hein. Mais qu'effectivement il y a un schisme et il y a une telle incompréhension de la façon dont on a été colonisé d'un point de vue culturel depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et que tout le monde en France est persuadé d'avoir la liberté d'expression, s'aperçoit que c'est pas vraiment le cas, s'en est pris plein la gueule. Beaucoup de gens s'en sont pris plein la gueule pendant le Covid parce qu'effectivement la censure sur les réseaux sociaux a été à la hache. Du coup, se posent de grosses questions et réalisent qu'ils vivent à Hollywood dans leur tête. C'est-à-dire qu'il y a une histoire classique dans les cours de justice en France, qui sont des gens qui se font gauler et qui s'adressent au juge en disant votre honneur parce qu'ils l'ont vu dans les séries télé. On ne s'adresse pas à un juge en disant votre honneur en France, mais ils se vivent dans une culture américaine et dans les importations culturelles américaines. Dans le commun des mortels, il y a l'idée d'une liberté d'expression, qui plus est, qui est rabâchée par des politiques qui sont incapables d'expliquer que non, ça se fonctionne pas comme ça ici, et qu'il y a des choses qu'on peut pas dire, et qu'il est hors de question d'aller défiler dans les rues avec des brassards nazis en Europe. Ça ne se fait pas. Alors qu'aux États-Unis, t'as le droit.
ça suscite une énorme fracture qui pose question sur la nature. Ce qui est expliqué aussi historiquement dans la nature de la déclaration d'indépendance, encore une fois, des Américains, qui justement mettaient cette liberté, et c'est le First Amendment, au-dessus de tout, parce que c'était des gens qui ont créé les États-Unis d'Amérique, sont des gens qui souffraient justement d'un manque de liberté, notamment parce qu'ils étaient sous le joug des Britanniques. Mais on est arrivé à la situation inverse en Europe. En plus, avec un soft power américain qui a lourdement contribué à importer le wokisme, on est arrivé à une liberté d'expression qui est en dessous de tout, en dessous de n'importe quelle sensibilité qui aurait été heurtée. Donc, on en sort comme les Américains, mais malgré tout, ça fait une espèce de shaker ces 5-6 dernières années, qui font que on se retrouve face à une population qui a d'énormes doutes et qui effectivement se pose des questions sur les libertés et la compatibilité en tout cas celle-là de liberté avec le modèle démocratique tel qu'on le trouve un peu partout en Europe. On peut réformer la démocratie, on peut aussi créer une nouvelle république qui donne plus de poids justement à la population et à lui permettre de l'interroger plus régulièrement et à lui donner plus. C'est invraisemblable, c'est complètement invraisemblable. Quand tu fais des sondages d'opinion en France, autant filer les manettes au Front National. Quand tu fais des sondages d'opinion en France et que tu sors de notre carte ronde d'un télo parisien, les idées de Marine Le Pen, elles sont largement majoritaires dans le pays. Donc on est de toute façon dans ce jeu d'exercice du pouvoir qui est que on a une classe dirigeante et une élite qui n'est absolument pas en phase avec l'écrasante majorité de la population, mais qui malgré tout a les mains dans le pouvoir et le gardera sans doute pendant très longtemps. Donc il faut et on appelle ça démocratie. Donc il faut trouver une façon de faire avec en Europe et l'atterrissage risque d'être compliqué. Bon, on arrive un peu au terme de cette émission. J'ai envie de donner la conclusion à Olivier qui, je suis désolé, qui doit y aller. Mais qui doit y aller et qui est le plus intelligent d'entre nous. Non. Alors, qu'est-ce que l'intelligence? C'est une très belle question. Non, merde, on repart pas pour 2 heures. Non, mais Olivier, moi j'avais envie qu'on ait cette conversation pour essayer de rentrer un petit peu et qu'on regarde dans le détail tout ce que ce Dodge voulait dire, etc. Je sais pas, j'arrive à la fin de cette émission, je me dis qu'on est... je pensais que c'était pas si grave que ça, mais finalement je me demande si on n'est pas vraiment effectivement dans une merde noire. Olivier, fais-nous une conclusion sur tout ce qu'on s'est dit là et qu'est-ce que ça t'inspire? Je pense qu'il faut arriver à dissocier différentes lignes de l'histoire, c'est-à-dire que la ligne de la démocratie, c'est pas la ligne de la bureaucratie. La bureaucratie, elle est plus ancienne que la démocratie. La bureaucratie, elle a souvent été louée à l'origine pour résoudre des problèmes que les autres modes d'organisation arrivaient pas à résoudre, et que la tech arrive avec un modèle alternatif et exactement le même discours en fait. Elle dit qu'elle est méritocratique, elle dit qu'elle est efficace, elle dit qu'elle est rationnelle. C'est exactement le discours d'il y a 150 ans de la bureaucratie et des bureaucrates. Et face à quoi on a affaire à d'une certaine façon une redistribution des hiérarchies, de la crédibilité, de la valeur, et que effectivement on a un certain nombre d'écrans de fumée idéologiques qui nous font un peu perdre de vue la profondeur de l'évolution de ce qu'on est en train de vivre et qui est extrêmement problématique parce que d'une certaine façon on n'a pas le temps. Le temps politique ne cesse de s'accélérer, le temps du monde ne cesse de s'accélérer. Pour penser, il nous faut du temps. Pour vivre, il nous faut du temps. Comme disait Picasso, les seules choses que j'aime vraiment, c'est le soleil, l'eau et l'amour. Et paradoxalement, on vient tous un peu à en manquer dans ce nouvel univers. Non mais vraiment, où qu'on soit sur le spectre politique, et que c'est ça qui m'inquiète, moi beaucoup. Et a fortiori en tant que scientifique, je suis très très inquiet et un peu navré de ce qui se passe aux États-Unis et de la manière. Ah oui, parce qu'il y a des collaborations avec les scientifiques américains et qu'on voit qu'il y a une purge totale en fait de la science et des projets scientifiques aux États-Unis. Ce qui règle le problème de la qualification du régime, c'est-à-dire fasciste, nazi, non, sûrement pas, autoritaire, oui, absolument, de fait. Bon, ben justement, le temps, on a essayé de le prendre dans cette émission. On a parlé sans contrainte justement de temps. En tout cas, ça me fait avancer dans ma réflexion. J'espère que vous aussi, vous aurez appris des choses. Je suis désolé, c'est peut-être moins drôle que d'habitude, mais parce que le sujet s'y prête pas, même si on a essayé de rendre la chose agréable en tout cas. J'espère que c'était le cas. Faut se mettre à la kétamine, sinon apparemment ça nous fait. Mais tu sais que la Silicon Valley est déjà sous kétamine déjà depuis un petit bout de temps.
ce qui peut expliquer cela. Je pense que certains sont d'ailleurs passés du microdosing à du full dosing, ce qui pourrait expliquer ce qui est en train de se passer en ce moment. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je pense que je vais faire une émission sur la défense et justement toute la tech autour de la défense. Il y a des vrais sujets là-dessus et je vais inviter des gens qui sont justement dans ce secteur-là. Il y a peut-être une opportunité, comme tu le disais, Fabrice, une opportunité pour l'Europe et notamment pour la France, qui est pour la France plus que pour l'Europe, plus que pour l'Europe, effectivement. Et ça peut être intéressant comme sujet d'explorer ce sujet de la défense tech qui a en ce moment le vent en poupe. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, il y a une large partie des grands budgets IA qui ont été annoncés par Macron qui sont fléchés vers la défense. Hein. Exactement. Bah, écoute, tu viendras, Fabrice, si tu veux participer à cette émission. J'ai quelques experts dans le domaine de la défense qui vont me rejoindre et ça va être une conversation passionnante. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silicon Carnet. Allez, hasta luego, bye bye.